Avec vous sur Sud Radio, nous débattons comme tous les jours à 11h moins le quart jusqu'à midi. Parlons vrai avec vous 0826 300 300 et avec Jérôme Ripoul. Bonjour, directeur associé de l'agence Confluence. Vous êtes également coprésident d'Opinion Valley, de site Opinion Valley. Romain Colas, bonjour, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Frédéric Dabi devrait nous rejoindre dans quelques instants, directeur général adjoint de l'IFOP. On va lui poser plein de questions sur les sondages qu'on a un petit peu de mal à comprendre. Et puis Alex Darmon, bonjour, vous êtes journaliste politique, youtubeur. On peut vous retrouver sur votre chaîne Les Indécis. Confinement 3, un casse-tête d'organisation. Je crois que vous y êtes confronté, Romain Colas. On va en parler avec vous dans un instant. Les Français approuvent en majorité les nouvelles mesures de restriction. On en a parlé hier, mais c'est un sondage IFOP qui le confirme. Et puis les rixes qui continuent. 2 morts à Pontoise. Pas de trêve pour la violence. On en reparle avec vous dans un instant. Ce qui a retenu votre attention aujourd'hui aux uns et aux autres, Alex, on va commencer avec vous. Un coup de gueule contre Kylian Mbappé. Non, pas contre Kylian Mbappé. Un coup de gueule contre les gens qui critiquent Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas choisi de prolonger ou pas au PSG, parce qu'il se plaint, parce que tout le monde dit qu'il joue mal. Enfin, c'est Kylian Mbappé. Il y a un moment, j'ai envie de dire, faut se calmer, faut le laisser. Il a 22 ans et il fait gagner la Coupe du Monde, il fait gagner le PSG et tout le monde trouve encore le moyen de critiquer parce qu'il ose se plaindre. Voilà. Il fait ce qu'il veut. J'ai envie de dire, s'il veut, il veut prolonger au dernier moment au Paris Saint-Germain. Il prolongera au dernier moment au Paris Saint-Germain. Je pense que les supporters du PSG seront très contents. Les supporters français seront très contents. Mais quand j'entends, franchement, sur d'autres radios, des consultants qui sont plutôt aguerris et plutôt normalement connaisseurs de football, qui le critiquent à chaque fois qu'il l'allume parce qu'il ose avoir un avis et qu'il ose dire, j'ai pas encore choisi et j'ai envie de prendre mon temps. Ça m'énerve, ça m'exaspère. C'est bien français, franchement. Il y a des amateurs de foot parmi vous. Vous partagez cet agacement d'Alex? Je laisse Romain parler parce que moi le rugby je peux disserter dessus, mais alors mais petite parenthèse, je suis d'accord, Mbappé c'est quand même une figure très très positive du foot français et lui taper dessus comme ça à tour de bras et sans grande raison c'est pas très bien quoi. C'est une figure positive ce gars, donc moi je suis assez d'accord avec le coup de gueule. Bon, je partage. Est-ce que Romain Colas est amateur de foot? Absolument pas. Bon, d'accord. Je partage le diagnostic sur Mbappé, voilà, qui est un personnage attachant et qui a un discours dans le football qui fait du bien. Bon, on demandera à Frédéric Dabi quand il arrivera, parce que je sais que lui est amateur de foot. Puis Alex, il y avait un mot, vous m'avez parlé hors antenne d'une initiative tout à fait intéressante. C'est quoi? C'est une application? C'est un site qui s'appelle covidlist.com où vous pouvez vous inscrire et qui référence les dernières doses de vaccins autour de vous en fin de journée, qui vous contactent. C'est très simple. Moi, je l'ai fait. Je me suis inscrit. Voilà. Et après, alors je pense qu'il y a quand même des ordres de priorité, toujours en fonction de l'âge, mais tout le monde peut s'inscrire et ils vous préviennent quand il reste des doses en fin de journée. C'est un peu ce qui avait été fait dans d'autres pays d'ailleurs avant. Et vous pouvez aller au dernier moment pour vous faire vacciner. Covidlist. Covidlist, voilà. Covidlist, comme Covid et comme list.com. .com, d'accord. Et c'est une initiative privée? Honnêtement, je peux pas vous dire. J'ai vu ça hier soir très tard et j'ai pas fait de recherche encore là-dessus, mais je trouve l'initiative top. C'est une bonne initiative. On pourra dire un mot quand même de ces entreprises qui s'activent et qui dans le plus grand silence de nos autorités. Mais on y reviendra. C'est pas encore le moment. Jérôme, c'est un coup de cœur? Oui, coup de cœur pour... alors, on a connu les premiers de Cordée, ça c'est version Macron. On a connu les premiers de Corvée, ça c'était version hospitalière. Et moi, j'avais envie de faire un coup de cœur pour les premiers de côté. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on met immédiatement et de suite de côté, c'est les petits commerçants, c'est les restaurateurs, c'est les bijoutiers, les vendeurs de vêtements, les esthéticiennes, etc., qui, une fois de plus, font les frais de ce confinement, sans qu'on sache très bien d'ailleurs pourquoi, parce que les études sont pas très très claires là-dessus. L'Alliance du commerce répète à longueur de journée, et avec raison, que on n'a pas d'études sérieuses qui permettent de dire que les lieux... les petits commerces soient des lieux de contamination. Et je trouve dommage, une fois de plus, qu'il y ait 150 000 commerces qui soient fermés. Les librairies sont ouvertes, tant mieux, mais je pense qu'on ne s'y contamine pas davantage que dans les autres commerces. Et je comprends pas... on comprend bien la logique globale d'éviter des mouvements en ensemble, mais là, on met des gens qui sont vraiment...
en situation très très difficile dans des contextes. Enfin, sur les vêtements, ça veut dire que des collections entières vont avoir des difficultés à se vendre. Quoi. C'est catastrophique. Donc un coup de cœur pour ces gens qui perdent pas espoir et quand ils vont devoir redémarrer, vont avoir beaucoup de difficultés. Ouais. Comment ça se passe chez vous à Boussy-Saint-Antoine ? Écoutez, on a, c'est ce qu'évoquait Jérôme, un certain nombre de commerces effectivement qui sont fermés et il y a une situation de détresse pour les commerçants eux-mêmes. Et puis pour leurs salariés, parce que cette inquiétude, il y a non seulement les gérants des fonds, mais les salariés qui sont concernés par des mesures de chômage partiel, mais qui vivent dans l'angoisse simplement du fait de savoir si leur employeur pourra tenir ce stop and go permanent. Une des façons d'ailleurs peut-être d'exprimer notre solidarité avec ces commerçants, avec ces salariés, ce sera dès lors que nous pourrons, parce qu'on dépense moins de fait dans la période que nous traversons, d'aller s'habiller, alors ce sera pas mon cas, pardonnez-moi, mais se faire épiler, bref, d'aller faire vivre, enfin je veux dire voilà, d'aller faire vivre ces commerces, et j'espère que le gouvernement saura, on a envisagé des mesures de solde qui pourraient être reconduites après cette nouvelle période de confinement. Enfin voilà, créer les conditions pour que ce ne soit pas ces commerçants les grands oubliés de la reprise, quoi. Ouais. Voilà. Mais je suis assez persuadé que les Français auront à cœur quand même, je le crois, de renouer avec ce qui fait la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est se pomponner, s'habiller, c'est aller dans les restaurants, aller dans les cafés. Et voilà. Ça, on ronge notre frein, mais on aura, j'espère, très très vite l'occasion de dire à quel point on tient à ces gens. Ces premiers, j'aime bien ces premiers de côté là, l'expression de Jérôme. Oui, mais c'est vrai que alors restaurant-bar, on peut imaginer effectivement que c'est un petit peu à part. Mais pourquoi les chocolatiers et pas les bijoutiers ? Pourquoi les coiffeurs et pas les manucures ? Enfin, c'est cette liste administrative qui a été prise en plus dans la plus grande opacité, où ils ont découvert au journal officiel le lendemain. Moi, j'ai vu un fleuriste qui m'a dit, mais je ne sais pas si demain je serai ouvert. C'est aussi l'administration qui est en cause. En attendant qu'arrive Frédéric Dabi, moi, je voulais faire un coup de cœur pour la décision de la Cour administrative d'appel. Les 22 éoliennes qui étaient près de la Sainte-Victoire sont jugées illégales. Et ça, je trouve que c'est une victoire importante parce que ces éoliennes pourrissent le paysage, je prends en partie, très clairement, mais elles pourrissent le paysage, elles ne servent pas à grand-chose, elles enrichissent certains. Je vois pas très loin de chez ma maman, il y a un projet aussi dans le centre de la France d'éoliennes qui est complètement absurde dans un champ où il va y avoir des tonnes de béton qui vont être coulées pour pouvoir surélever ces éoliennes dans un endroit où il n'y a pas de vent. Enfin, il serait temps que quelqu'un mette fin à ce scandale-là. Je ne sais pas si vous partagez. En tout cas, moi, j'ai un parti pris là-dessus. Vous qui êtes maire à Boussy-Saint-Antoine, c'est toujours vers vous que je me tourne parce que ce sont des sujets. J'ai pas d'éoliennes à Boussy-Saint-Antoine. Non. Il n'y en a pas trop en région parisienne tout de suite. Non, il n'y en a pas énormément. Mais c'est un sujet qui est assez récurrent. L'implantation des parcs éoliens et on sent bien que le sujet n'est pas mûr. Alors moi je pense qu'il faut qu'on puisse développer l'éolien parce que ça fait partie du mix énergétique. Si on veut sortir à un moment d'un mix carboné et nucléarisé, il va falloir qu'on développe ce qu'on appelle les énergies renouvelables et l'éolien peut en faire partie, mais il n'y a pas de maturité. Aujourd'hui, on l'a vu aussi, vous parlez des éoliens terrestres, mais on l'a vu aussi sur l'éolien offshore. Il y a des pays qui l'ont développé de façon assez consensuelle. Enfin, globalement, j'ai l'impression quand même, et c'est un peu le mal français, c'est qu'on n'est pas en capacité de dégager du consensus. Et donc, on a des initiatives qui sont prises avec plus ou moins de bonheur. On installe et des années après, la justice ordonne un démantèlement. Enfin voilà, j'ai vraiment le sentiment que l'éolien fait partie de ces sujets sur lesquels on sent tous qu'on a besoin d'avancer, mais qu'on est dans l'incapacité de dégager l'indispensable consensus. Voilà. Donc j'ai pas de solution. Je sais qu'il faut le développer l'éolien, mais je connais pas. Visiblement, il y a des intérêts qui sont pas très clairs. Et Jérôme Ripoul, vous connaissez Oui. Alors, moi, je
connais pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, donc j'ai une maison, ma femme a une maison en Aveyron, et donc on est à 1 kilomètre des éoliennes. Moi, je n'y suis pas contre, dès lors que, comme le disait Romain, il y a un consensus qui se fait, c'est-à-dire que on est dans des zones où il n'y a pas de nuisance, où il n'y a pas de nuisance visuelle. Je sais que ça peut poser des problèmes, et où il y a du vent. Pourquoi pas? Je veux dire, et d'une certaine manière, c'est là qu'il faut les densifier. En revanche, construire à proximité de zones habitées, là, il y a une énorme nuisance sur les. Ouais. En fait, il y a un effet de souffle qui est tout à fait perceptible. Ouais. Donc ça, on peut le comprendre. Et après, ce que je comprends pas, Valérie, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est, on n'a pas les données. Non. Est-ce que c'est rentable? Oui, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça apporte véritablement un plus? Et est-ce qu'il faut privilégier le solaire plutôt que l'éolien? Je suis assez d'accord avec Romain là aussi. L'éolien en mer, on est très très mauvais. C'est-à-dire que commençons par là. Par mettre des panneaux là où il y a beaucoup de vent et puis on aimerait, c'est surtout, on a l'impression que c'est quand même très très opaque tout ça. Hein. Donc on se retrouve dans un instant. Frédéric Dabi vient d'arriver, il nous dira ce qu'il pense de Kylian Mbappé et du bashing sur Kylian Mbappé. Nos auditeurs sont pas forcément d'accord avec vous et ne trouvent pas que ce soit quelqu'un de forcément très positif. Mais on va y revenir à tout de suite. Et on est ensemble pour le 10h midi avec vous pour commenter l'actualité avec Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine, Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence, coprésident du site Opinion Valley, Frédéric Dabi qui vient d'arriver. Bonjour Frédéric, directeur général adjoint de l'IFOP, et Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécis. Alors Frédéric, un petit mot puisque vous êtes le seul amateur de foot avec Alex sur Kylian Mbappé, parce que nos auditeurs ne sont pas du tout d'accord avec Alex en disant que c'est pas forcément que son comportement sur le terrain n'en fait pas quelqu'un de positif. Bashing ou pas bashing Oui, je trouve qu'il y a du bashing peut-être un petit peu gratuit. Ce qui compte, c'est quand même les résultats. C'est quelqu'un d'extrêmement jeune qui a montré une très grande en fait de maturité, qui s'est beaucoup fait impliquer dans des actions humanitaires, mais il ne l'a jamais trop fait savoir. On le sait après coup. Et puis voilà, qu'on lui en veuille parce qu'il hésite à quitter la France pour un des grands championnats étrangers. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît un petit peu disproportionné. Bon, ce n'est que mon avis. Oui. Votre coup de cœur, votre coup de gueule, Frédéric. Alors, c'est pas un coup de gueule ni un coup de cœur, c'est une sorte de remarque liée à l'intervention présidentielle d'Emmanuel Macron d'avant-hier. Il y a une sorte d'angle mort dans cette intervention. Il a évoqué énormément de sujets. Il n'a pas parlé de la tenue des élections régionales et départementales ou de leur éventuel report. Ce report fait bien sûr débat. Il y avait une enquête IFOP pour LCP qui montrait que les Français étaient très partagés, qu'ils étaient favorables à un report au mois de septembre, à la rentrée, plutôt à 52%, quand les oppositions politiques sont tous favorables à la tenue du scrutin. Emmanuel Macron n'en a pas dit un mot, alors qu'il avait l'avis du Conseil sanitaire, qui n'a pas si je puis dire, pris position vraiment et qui a laissé la réponse aux politiques. On connaît certes une crise sanitaire, une crise économique, mais il y a également une crise démocratique. Depuis le début du quinquennat, tous les scrutins ont malheureusement suscité une abstention majoritaire. Oui, le confinement, ok, mais il y a aussi un confinement démocratique. Est-ce que les élections doivent avoir lieu? Je le pense, même si... On l'a vu dans notre baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, jamais l'intérêt pour une élection a été aussi faible, aussi ténu. Dans notre enquête d'avant-hier, Valérie, seuls 14% des Français ont évoqué dans leur conversation la tenue des élections régionales. Traditionnellement, même pour un scrutin où on vote très peu, on est à 2 mois du vote à 35, 40, 45%. Ça annonce malheureusement une abstention record. Mais en tout cas, pour lancer la campagne, il faut, si je puis dire, sanctuariser cette date des élections. Oui, et là, le fait qu'il n'en ait pas parlé implique... une hésitation, et peut-être que ce sujet n'est pas perçu comme essentiel, alors qu'à mes yeux et aux yeux de notre modèle démocratique, il l'est. Oui, commentaire, Jérôme Ripoul. Oui, moi je suis d'accord. Je suis très inquiet de la désaffection démocratique qu'on est en train de vivre. Ces élections régionales, en plus, elles sont très compliquées. On se retrouve sur des grandes, à part la Bretagne, bien entendu, qui avait fait l'objet d'un traitement particulier du fait de la pression de M. Le Drian, mais on se retrouve sur des régions très très importantes. Sur la mienne, Occitanie, vous avez l'ancien Languedoc-Roussillon et l'ancien Midi-Pyrénées. Les gens sont assez éloignés finalement
de ce qui est devenu le Conseil régional, et il y a du mal à comprendre la réalité de l'action. Donc il y avait déjà ça, et puis le contexte actuel, effectivement, avec une date dont on ne sait pas si elle va être maintenue ou pas, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de campagne, il n'y aura pas de possibilité pour les candidats d'aller à la rencontre des électeurs, et donc une désaffection qui risque d'être très très importante. Et alors là, commencer un mandat avec une faible participation qui risque d'être catastrophique, je pense que ça serait vraiment pas bon. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne solution non plus, Alex Darmon. Non, mais c'est dramatique. Effectivement, l'intérêt des Français, nous on le voit sur notre chaîne YouTube, quand on parle de politique avec les jeunes, encore plus, tout le monde s'en fout. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que je pense que c'est le dernier souci des Français aujourd'hui, ces élections régionales. On l'a vu aux municipales, qui ont été décalées au mois de juin dernier. L'abstention avait été énorme, notamment à Paris. Et donc là, je pense que les régionales, vous allez dans la rue, vous demandez à des Français ce que c'est qu'il y a des élections au mois de juin, tout le monde vous dira non, en fait. Pourquoi on vote et qu'est-ce que c'est qu'une élection régionale? Mais parce que concrètement, je pense que les Français ont aujourd'hui d'autres soucis dans la tête, comment on va s'occuper des enfants, est-ce que je vais retrouver mon travail, est-ce que je vais pas le perdre, est-ce que je vais pas avoir la Covid, est-ce que je vais réussir à me faire vacciner. Donc en fait, c'est horrible, mais ces enjeux démocratiques et ces enjeux électoralistes sont vraiment loin de l'esprit des Français. Et je pense que ça annonce vraiment quelque chose de dramatique au mois de juin. Parce qu'a priori, elles se tiendront, ces élections. Oui, je pense. Romain Colas. Alors, sur la tenue des élections, le Premier ministre a annoncé qu'il allait remettre un rapport aux organisations politiques et aux associations nationales d'élus pour les sonder. Moi, je suis en total accord avec ce qu'a dit Frédéric Dabi, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas confiner la démocratie, parce que si le pouvoir lui-même donne l'image que finalement ces échéances démocratiques locales, on peut les escamoter à loisir. Ça participe aussi de cette désaffection et de ce désintérêt des Français. Élections qui ont un intérêt majeur, parce qu'en fait les régions, elles ont grossi du fait des réformes des dernières années, mais elles jouent un rôle fondamental dans le quotidien d'un bon nombre de nos concitoyens, sur l'organisation des transports, sur le développement économique. Elles ont un rôle majeur à jouer dans la relance dès lors qu'on sera sorti de la crise. Et donc on a besoin d'exécutifs régionaux notamment puissants et légitimes pour contribuer à l'effort de reprise économique. Et oui, il faut vite que le gouvernement annonce la date de ce scrutin, que les campagnes puissent enfin se mettre en branle dans des conditions particulières. Mais c'est tout sauf un scrutin anodin. Et si je peux me permettre un commentaire de nature plus politique, on a bien senti qu'il y avait quand même une volonté chez Emmanuel Macron, précisément, d'escamoter un peu ce scrutin, dont il a, à mon sens, légitimement le sentiment qu'il ne va pas lui être favorable à quelques mois du lancement de sa campagne présidentielle. Mais pour avoir discuté avec quelques politiques, ils sont très perdus eux-mêmes et visiblement c'est un jour oui, un jour non. Enfin, la décision a l'air d'être très compliquée à prendre. Non, mais je comprends très bien que la décision soit compliqué. Ce qu'on voit sur les élections, c'est une sorte de résumé de précipité de cette période où il est impossible de se projeter, où clairement on passe par tous les sentiments. Mais je partage complètement ce qu'a dit Romain Colas. À un moment, il faut lancer une campagne électorale. Bien sûr, je comprends ce que vous dites, Alexandre. Oui, les Français n'ont pas les régionales en tête, mais quand même, on a vu dans toute une série d'enquêtes à quel point le fait régional s'est en fait imposé, à quel point elles ont paru assez efficaces dans la gestion de la crise sanitaire du premier confinement, quand l'État central est apparu plutôt lourd, omnipotent et accusant toute une série de dysfonctionnements. Allez, Romain, je vais vous donner la parole dans un instant. Christine Bouillot, notre correspondante à Toulouse, me signale que la feria de Dax sera annulée cet été, 800 000 personnes tout de même, et que en revanche les corridas se tiendront bien, les cartels sont présentes ce matin, mais pas de fête populaire. Voilà, comme ça intéressera nos auditeurs du Sud-Ouest, je le pense. On se retrouve dans un instant, Romain, et on va revenir avec vous sur le mode d'emploi pour les collectivités de ce dernier troisième confinement. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, pour le débat avec Alex Darmon, Frédéric Dabi, Romain Colas et Jérôme Ripoul. Alors, Romain Colas, on vous écoute pour votre coup de gueule qui va nous emmener sur une discussion plus longue.
Eh bien, écoutez, c'est moins un coup de gueule que l'expression d'une vraie lassitude. Un désarroi peut-être même. Parce que, oui, en fait, on vit encore avec ce confinement numéro 3 exactement les mêmes travers que lors des 2 premiers. Je parle pas du fond des mesures sanitaires, mais je parle de l'incapacité de l'État et du gouvernement, parce que je mets pas en cause les fonctionnaires pour le coup, à délivrer avec les mesures leur mode d'emploi. Pour dire les choses très concrètement, parce que maintenant on a compris comment cela marche, et c'est pas un problème nouveau avec Emmanuel Macron, mais il l'a sans doute beaucoup accentué. On a un homme qui décide à la dernière minute d'à peu près tout, alors sans doute en étant conseillé, mais la décision des mesures repose sur lui seul. Pour éviter les fuites, pour avoir un effet blast de sa communication, on évite de révéler, y compris à la grande administration de ce pays, le contenu des mesures. Et donc, dès lors qu'elles sont annoncées, derrière, il y a toute l'intendance administrative, toute la chaîne qui doit se mettre en œuvre. Et ces sources de questionnement pour le maire que je suis, parce que je ne sais pas encore dans quelles conditions je dois ou pas ouvrir mes centres de loisirs, j'ai peut-être des intuitions, mais pendant les vacances scolaires, ça crée des tensions formidables dans nos équipes qui sont déjà un peu épuisées par l'application des protocoles sanitaires, par le fait que dès qu'il y en a un qui est cas contact, ça fait plus de boulot pour le reste de l'équipe. Ça crée des tensions chez les parents qui se posent beaucoup de questions sur la façon dont ils vont devoir s'organiser, chez les enseignants. Enfin bon, bref, il y a un décalage toujours entre, et c'est lié à la façon dont est prise la décision elle-même, entre l'annonce et puis sa traduction concrète sur le terrain. Et ce qui m'embête le plus, c'est que d'abord, ça crée du tracas là où franchement, on n'en a pas besoin dans la période, et ça nuit à l'acceptabilité des mesures. Quand vous avez des annonces, mais que le lendemain, vous savez pas ce que ça va être concrètement, ça nuit à l'acceptabilité, ça donne le sentiment d'un foutoir, et je pense pas qu'on en ait besoin en ce moment. Le plus bel exemple, c'est le cafouillage dans la journée d'hier, à 2 heures d'intervalle, sur les assistantes maternelles. Voilà. Mais parce que typiquement, il y a eu une annonce présidentielle, mais que tout le travail interministériel d'arbitrage et de mise en œuvre, il n'a pas été engagé avant l'annonce. Et donc, vous avez 3-4 jours de flou. Et moi, à l'heure où je vous parle, je sais toujours pas, alors on fait comme on peut avec les directrices, mais comment j'organise les 3 jours de classe de la semaine prochaine pour les enfants prioritaires. Donc, on improvise. Mais franchement, si le process de décision était un peu différent, s'il reposait moins sur un seul homme qui, dans le secret de sa conscience, décide de tout et ensuite puis se dit que l'intendance suivra, je pense qu'on gagnerait grandement en efficacité et en acceptabilité des mesures chez nos concitoyens. Et puis à la dernière minute, c'était le cas aussi des magasins qu'on évoquait tout à l'heure. La fleuriste que je vois le vendredi qui me dit je sais pas si demain on aura le droit de vendre ou pas des fleurs. Frédéric, sur cette, je trouve que c'est vrai que les assistantes maternelles, faut juste expliquer à nos auditeurs qui n'auraient pas suivi. On ne sait toujours pas, a priori, non, on ne sait toujours pas si les assistantes maternelles pourront accueillir des enfants ou non. Non, je crois que Bruno Le Maire ce matin sur CNews a dit que c'était en train d'être décidé. Je trouve que le témoignage qu'on vient d'entendre est extrêmement en fait intéressant. Ça en dit long sur notre imaginaire en France où on est sur le quand dire c'est faire. Le président annonce quelque chose parce que il y a la force de la parole présidentielle, il y a la force dans l'imaginaire du Français, des Français, du politique qui pèse, qui transforme la vie, qui pèse sur le cours des choses. Et on voit que concrètement, il annonce des choses, mais quid de la traduction locale, quid du travail interministériel et du travail du relais dans les différents territoires et tout ce qui vient d'être dit. Alors, je ne suis pas un homme de terrain comme le maire qu'on vient d'entendre, mais ça en dit long sur notre crise démocratique où on s'en remet à un seul homme, alors même que il y a toujours, c'est là où nous sommes assez paradoxaux. Faisons en fait un sondage sur la suppression de l'élection présidentielle, sur le passage à un régime parlementaire à 100%. Ça sera un non total. Quand les Insoumis parlent de la 6e République, ça apparaît complètement décalé par rapport à ce que veulent les Français, mais très très clairement, se pose la question de l'intendance, et ça avait été dit par Jean Castex assez courageusement lors de son discours de politique générale, où il avait parlé très fortement de l'exécution des lois, de l'exécution des mesures annoncées nationalement. Force est de constater qu'avec cette crise, on a une amplification de ces problèmes, de ces dysfonctionnements. Oui, Jérôme Ripoul. Plusieurs choses dans ce qui a été dit. Sur les assistants maternels, c'est effectivement, Romain le rappelait, le 3e confinement qu'on vit.
C'est pas la première fois que la question se pose. On parle de 280 000 assistants et assistantes maternelles qui reçoivent de 1 à 4 enfants chez eux. J'ai un collaborateur qui hier soir me dit je sais pas dans quelle situation je suis, si je dois accompagner ma fille chez mon assistant maternel ou pas. Et il me dit à juste titre, il me dit mais finalement avec des assistantes maternelles, et ça Romain pourra nous le confirmer, il y a qu'un problème, c'est le moment qu'elles ont en commun où elles se réunissent toutes effectivement, et ce moment pourrait être supprimé et donc elles pourraient rester chez elles. Donc il y a des solutions, mais on découvre pas ça à la dernière minute. Donc ça c'était ma première remarque. Deuxième chose sur la façon de décider d'Emmanuel Macron. Effectivement, on est dans un monde où effectivement aujourd'hui tout fuite. Et donc cette logique de se dire mais je décide au dernier moment, et il décide mais au tout dernier moment, c'est-à-dire en Conseil de défense sanitaire. C'est-à-dire que parfois on a un Premier ministre et des ministres qui découvrent ce qui est dit par le président de la République. C'est absolument hallucinant. Et là, Emmanuel Macron est en train de scier la branche sur laquelle il est. C'est-à-dire que comment peut-il imaginer que dans la foulée, l'administration et les cabinets puissent organiser ça de façon fluide et sereine? C'est pas possible. Donc c'est lui qui crée le bazar qu'au final on lui reprochera, parce que c'est à lui que revient cette responsabilité. Oui. Si vous permettez, Valérie, une autre illustration de ce dysfonctionnement majeur, ça a été le fameux cafouillage sur, vous savez, cette attestation à 25 cases là, qui a disparu juste après être née. Mais pourquoi elle est née, cette attestation? C'est-à-dire qu'il y a eu une décision politique qui n'a pas été préparée avec l'administration. Et qu'est-ce qu'ils font les cadres du ministère de l'Intérieur? Et moi, je les accable pas, parce qu'on a vilipendé la technocratie. La technocratie dans notre pays, elle fait quoi? Il y a une consigne politique qui a été donnée, qui n'est pas travaillée avec l'administration. Eux, ils font dans l'urgence absolue, ce qu'ils croient traduire fidèlement la décision politique, et on en arrive à cette aberration où là, franchement, les Français ont eu vraiment l'impression qu'on les prenait pour des cons. Et voilà, donc il y a vraiment, pour moi, cette crise marque encore un peu plus, et Frédéric Dabi l'a souligné à raison, le ver qui est dans notre fruit démocratique, quoi, où on vit dans l'illusion, effectivement, que tous les 5 ans, en élisant un homme ou une femme, alors c'est toujours un homme, on va régler un certain nombre de problèmes. On a encore cette culture du roi thaumaturge, et d'ailleurs, malheureusement, elle habite ceux qui enfilent le costume de président de la République, parce que le pouvoir grise et d'une certaine façon isole et corrompt dans la façon qu'on a d'aborder. Je parle pas de corruption au sens pécunier du terme, mais corrompt dans la façon qu'on a d'aborder son rapport au pays. Ce sont cette série d'articles dans Le Monde qui fait parler des proches du président. On l'a beaucoup commenté ici, où on a l'impression vraiment d'une cour entre Richard Ferrand, je répète, qui dit il va bientôt pouvoir proposer l'agrégation d'épidémiologie, Jean-Michel Blanquer qui parle d'un esprit supérieur, et puis ce sentiment... C'est même plus dit sur le ton de l'humour, en fait. Non, c'est même pas sur le ton de l'humour. C'est cette déconnexion, et je vois Véronique, effectivement, j'ai vu Bruno Questel hier de La République En Marche qui dit qu'il ne voyait pas le problème entre de télétravailler avec des enfants. On a l'impression que ces gens ne vivent pas la même vie que nous. Alex, on vous a pas entendu. Non, je t'en prie, mais après, j'entends ce que dit tout le monde sur le plateau, et Jérôme Ripoll l'a dit, c'est à lui qu'on reprochera au final les erreurs ou les réussites de ses choix. Moi, j'aimerais pas être à sa place aujourd'hui, Emmanuel Macron, malgré tout ce qu'on dit. C'est-à-dire que on va peut-être en parler dans quelques secondes, mais il y a quand même des bonnes choses en France. Parce qu'on parle toujours de ce qui ne va pas dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme bonne chose? Par exemple, les fermetures des écoles. On a quand même tenu longtemps sans fermer les écoles quand on regarde d'autres pays européens. Certains trouvent que c'est pas forcément la meilleure des choses qui a été faite. Où on en est aujourd'hui, puisqu'on est obligé de revenir en arrière. Donc c'est peut-être pas... J'en sais rien. On n'est pas obligé de revenir en arrière. On va fermer les écoles un mois quand d'autres pays en Europe les ont fermées pendant des mois, voire 6 mois, pour le cas de l'Allemagne ou pour l'Angleterre. Et je peux vous dire, moi j'ai fait un documentaire l'année dernière sur des enfants qui revenaient à l'école, une classe de CM2 qui revenait à l'école après le confinement et qu'on avait suivi jusqu'à rentrer en 6e. C'est terrible, des enfants qui ne sont pas à l'école pendant 6 mois. Ça a des dommages incroyables. Non, mais on est d'accord, mais sinon... Et ça, c'est une réussite. Oui, mais sauf que, il y a eu quand même beaucoup de plantages, beaucoup de choses qui... Là, on est sur les
autotests. C'est-à-dire que pourquoi, alors que Je les suis autotests d'accord. sont autorisés partout, moi, mon combat en ce moment, c'est de reprendre Boris Johnson la semaine dernière, qui a remercié les entreprises et le secteur privé. Il y a un moment où en France, le privé, c'est toujours mal. Ah, ça, je suis d'accord. Oui. Et il y a des tas d'entreprises qui se sont fédérées pour trouver des idées, des innovations, des choses. Ils n'ont pas été entendus par aucune. Il n'y a aucune administration qui les a contactés, qui les a écoutés avec des solutions d'assainissement d'air, des peintures antivirales, des choses comme ça. Le QR code qui a été proposé pour plutôt que cette espèce de papier qu'on vous remet quand vous vous faites vacciner, ils ne sont pas entendus, on n'écoute pas, et c'est des papiers, des administrations. Enfin bon, je parle beaucoup. Non, mais j'entends ce que vous dites. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette période. Les Français tiennent parfois votre discours, Alexandre, c'est-à-dire qu'il y a souvent une logique d'exonération. Les Français ont compris que c'était une crise difficile qui révélait toujours le pire et des mauvaises surprises. Ils ont bien vu, on nous a dit pendant le premier confinement, le modèle c'est l'Allemagne. Je suis allé cet été en Allemagne, tout avait été prêt, on mettait son nom à la sortie des restaurants. On a vu qu'ils s'en sont moins bien tirés que nous, et en termes de pourcentage de vaccination, ils sont même au même niveau que nous. Mais c'est vrai aussi que la distance, le sentiment que le pouvoir est déconnecté du réel a été vraiment amplifié, exacerbé s'agissant de cette crise. Et ce que vous avez dit sur le député LREM qui dit télétravailler avec des enfants, ce n'est pas compliqué. Alors, peut-être qu'il ne l'a pas dit comme ça, mais en tout cas... il l'a dit exactement comme ça. Je n'avais pas suivi. En tout cas, ça va complètement à rebours de ce que nous disent les Français dans nos enquêtes. Les salariés français veulent du télétravail, mais passer à un télétravail à 100% s'apparente à ce que j'appelle un poison délicieux, c'est-à-dire que sur le papier c'est formidable, mais ça finit par de la souffrance s'il y a des enfants en plus, et de voir une confusion très très mal venue entre sphère professionnelle et sphère intime, tout ce que le salariat français ne veut pas. Oui, on a une auditrice avec nous, Nathalie, en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes ambulancière, c'est ça? C'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Pour le coup, les enfants n'ont pas non plus 4 semaines de vacances et les parents non plus. Pour le coup. Donc c'est un peu compliqué. Les devoirs en distanciel. Alors moi déjà, je suis maman d'un enfant atypique, donc il a déjà dossier MDPH, PPRE, enfin voilà. Et c'est déjà compliqué pour le premier confinement qu'il y a eu. Parce que déjà moi j'étais en ambulance, ma collègue m'appelait en me disant ton fils n'est pas connecté, donc j'appelle mon fils pour lui dire tu as oublié de te connecter, ou expliquer qu'il y avait un problème. Enfin, donc moi je sautais, voilà, un peu partout, je pouvais pas être à mon travail, être avec mon fils. Il y a eu un décrochage complet. Cette année il passe le brevet des collèges, enfin, c'est la catastrophe. Moi quand ils ont annoncé que les écoles fermaient, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré pour lui et pour tous les autres qui sont dans le même cas que mon fils, et les parents qui ne peuvent pas les aider. Très bien, merci de votre appel, merci de ce témoignage. Restez avec nous, on va revenir dans un instant avec vous et ce que vous venez de nous dire, qui effectivement est le cas de nombreux parents, et plus particulièrement des enfants qui sont, comme vous le dites, à particularité, d'enfants handicapés. On y revient dans un instant avec vous, à tout de suite. On est ensemble avec vous pour débattre, commenter l'actualité. On avait ce témoignage de cette auditrice qui nous racontait son désarroi. Ça rejoint un petit peu ce que nous disait Romain Colas sur le fait que des parents se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir gérer tout ça et gérer des situations compliquées. Et ce que disait Frédéric Dabi, évidemment, c'est une situation compliquée. Je ne sais pas si c'est vous qui disiez ça, compliquée à gérer, ou peut-être Alex. On est d'accord là-dessus, mais il y a quand même un sentiment de gros sentiment de cafouillage, pour pas dire plus. Jérôme? Moi, je voulais apporter peut-être un éclairage sur ce qui explique en fait le décalage entre ce qu'on nous fait vivre et ce que les gouvernants actuels vivent. Premièrement, on a un maire avec nous, très peu sont des élus locaux, pour ne pas dire pas. Le Premier ministre l'a été, mais c'est quand même un haut fonctionnaire. Donc ce sont des gens qui connaissent très très peu la réalité terrain, qui sont pour beaucoup des Parisiens. Et troisièmement, ce sont des gens qui vivent pas le confinement comme on le vit. C'est-à-dire qu'ils se déplacent comme ils veulent,
Ça veut dire qu'ils n'ont pas des problématiques de déjeuner tous les jours, puisque dans tous les ministères, il y a une popote. Donc c'est des gens qui vivent... Très bonne, paraît-il. Oui, très très bonne, oui. Depuis, oui, voilà, le comment. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils peuvent pas comprendre ce que vivent le commun des Français, puisqu'ils ne le vivent pas. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un isolement du pouvoir qui fait que ces gens-là ne comprennent pas l'exaspération. Est-ce que c'est pas un peu démago de dire ça? Jérôme, ils ont des familles, hein, ces hommes et ces femmes politiques. Je peux vous dire, quand vous en parlez avec eux, et que vous parlez... alors eux, c'est vrai, ne le vivent pas directement. Les hommes et les femmes politiques, les ministres, ils ont des enfants, ils ont des familles, des parents, et qui malgré tout, eux aussi sont en contact de cette vie, et ils vivent la même chose que nous, le commun des mortels. Certes, mais je pense que quand ils ont besoin de faire garder leurs enfants, ils les font pas garder de la même façon que le couple de Français moyens. Hein. Sans doute. Oui, mais oui, je partage ce que dit en fait Alexandre. Il y a quand même eu des ministres malades, beaucoup. Ce matin encore, en fait, comment dire, Bruno Le Maire parlait de la situation de ses 4 enfants. Il a 4 garçons. Je pense que la critique sur ce plan-là me paraît un petit peu en fait malaisée, parce que ce qu'on voit dans nos enquêtes, Jérôme, c'est que bien sûr, le confinement est plus difficile à vivre quand on vit dans un petit appartement, quand on n'a pas de dégagement en fait extérieur, quand on est seul, quand on a une famille nombreuse, en fait à l'inverse. Mais clairement, l'incapacité à se projeter, le sentiment qu'il n'y a pas de sortie de crise est quand même partagé par l'ensemble des Français. Il n'y a pas de privilégiés de ce point de vue-là. Oui, parlons justement des Français et de leur opinion. Il y a eu un sondage à Harris Interactive qu'on a commenté hier. Vous avez sondé les Français le lendemain. Vous dites qu'il vaut mieux d'ailleurs attendre. Pour Sud Radio, oui, je pense que le sondage Harris est complètement en fait valable. Hein, je n'ai aucun doute fait là-dessus. Mais à l'IFOP, et c'était d'ailleurs la politique avec CNews et Sud Radio, il y a toujours un temps de digestion d'une intervention présidentielle qui a été suivie par 30 millions de Français, mais il y a toujours le commentaire autour. Donc on a commencé que le lendemain, et c'est vrai que on a un président qui est apparu clair, compréhensible, mais qui a peu convaincu. Et ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce pouvoir de conviction par rapport à celui qu'il avait à la veille du deuxième confinement, le 27 ou le 28 octobre de mémoire, où on avait 54% des Français qui l'avaient jugé convaincant. On est tombé à 38. Alors 38, ce n'est pas rien, mais ça montre une certaine démonétisation de sa parole. Ça montre que lorsqu'il s'engage lors du avant le deuxième confinement, à une ouverture des lieux de culture le 15 décembre, une clause de revoyure sur le restaurant au mois de janvier, et que ça ne s'est pas fait. Mais bien sûr, c'est comme ça. Ça use, si je puis dire, la crédibilité de sa parole, et seulement un tiers l'ont jugé rassurant. Sur tous les items, toutes les dimensions testées, il perd entre 15 et 17 points par rapport au mois d'octobre. Et sur la preuve d'autorité, notamment. Il y a une chute, j'ai lu votre sondage sur la preuve d'autorité. Moi, ce qui m'a frappé dans votre sondage, c'est les deux sentiments. Quand vous avez demandé aux Français quel était leur état d'esprit, les deux choses qui remontent, c'est la résignation majoritairement à 45% et la colère à 32%. C'est deux sentiments qui sont catastrophiques, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on se disait sur la capacité à se projeter. Aujourd'hui, on a des Français résignés et on a des Français en colère. Ça fait un sacré cocktail, et en sortie de confinement, ça peut être quand même assez douloureux et donner des résultats qui, moi, m'inquiéteraient beaucoup. Résignation et colère. Oui, Kevin. Pardon, Kevin, je vais pas bien, moi, ce matin. Pardon. On n'a pas de Kevin sur le plateau. C'est un beau prénom, absolument. Alex Darmon. Non, résigné, je suis d'accord. Colère, je sais pas, je pense que les Français sont tristes, en fait, ils en ont marre. Moi, ce qui est intéressant dans votre enquête, c'est de savoir... le président de la République, Emmanuel Macron, a quand même pris des risques aussi l'autre soir. Il a quand même annoncé qu'on allait rouvrir les restaurants, qu'on allait avoir une vie, enfin pas restaurant, mais les lieux culturels plutôt. Il a pris des risques. Il a annoncé qu'il fermerait les écoles, qu'on allait fermer les écoles pendant 4 semaines, qu'on allait les réouvrir normalement début mai, progressivement. Non, il a donné un cap, et c'était très bien. Il fallait donner un cap européen. Justement, il a donné un cap, mais est-ce qu'il va le respecter? Il avait déjà fait ce que vous me disiez juste avant. Justement, c'est ce qu'il va le respecter, parce que je pense que s'il ne respecte pas ce cap, ce qui peut arriver, honnêtement, là il y aura de la colère. Compliqué. Là, il y aura de la colère. Le risque, c'était de ne pas donner d'horizon aussi. Je pense que le risque était supérieur à ne pas donner d'horizon qu'à en donner un. Romain Colas. Non, mais je partage ce qui vient d'être dit sur le fait que le président de la République, dans cette histoire-là, il est sur un fil, parce que il a pu mesurer au fil du temps à quel point la situation
pouvait évoluer favorablement ou défavorablement sans que véritablement le pouvoir politique puisse avoir une pleine maîtrise sur le sujet. Je pense qu'il a eu raison effectivement de tracer des perspectives, mais encore une fois, moi j'y reviens. Ce qui je crois assomme les Français, parce que moi ce que je sens c'est cette résignation, cet assommement, cette profonde lassitude, avec des effets psychologiques. Enfin, on a des gens qui vont mal, qui sont en profonde souffrance par manque d'interaction sociale, par enfermement, que sais-je encore. Ce qui les assomme, je reviens à ce que, pardonnez-moi, mais un peu ma marotte, mais que je considère vraiment comme un mal dans notre pays avec des conséquences lourdes, c'est ce sentiment que il y a la décision. Voilà, mais moi je la connecte pas d'ailleurs, je connecte pas cette problématique au fait que les ministres seraient déconnectés, mais la vérité c'est qu'on a un homme qui est déconnecté parce qu'il décide seul de la traduction concrète, immédiate, rapide des décisions qu'il prend. Et quand je parle d'acceptabilité et du fait que ce décalage nuit à l'acceptabilité, ça pèse aussi beaucoup sur le moral des gens. Beaucoup. Ouais. Et donc, quand vous avez des annonces, mais que ces annonces qui se veulent fournir de la clarté créent en fait du trouble parce qu'on n'a pas le mode d'emploi qui va avec, on ajoute peut-être la colère à la résignation et en tout cas, on participe pas j'allais dire du moral de nos concitoyens. Quoi. Moi, je suis vraiment inquiet de ça. 32% disent ressentir de la révolte. Hein. Oui, tout à fait. Romain, juste une remarque sur ce que dit Romain. Je pense qu'il y a deux choses qui participent à cette situation. C'est effectivement ce que vous venez de décrire. Et une deuxième chose, et là j'en vois un petit peu le pavé de votre côté, dans le jardin, c'est les oppositions. Ouais. Qu'est-ce qu'elles nous donnent à voir et qu'est-ce qu'elles construisent. Moi je trouve très très bien que quand, pour marquer leur désaccord, les oppositions s'entendent à l'Assemblée pour quitter l'hémicycle, mais elles pourraient aller plus loin, elles pourraient contre-proposer, elles pourraient dessiner quelque chose de nouveau. Et ça, vous avez bien vu qu'elles sont totalement exsangues et oui, mais exsangues. Certes, mais à l'Assemblée nationale, il y a quand même des groupes d'opposition. Ils ont des moyens, ils peuvent réfléchir. Au Sénat, ils ont fait une conférence de presse commune hier, tous les présidents de groupe, pour juste dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Oui. Non, mais en tout cas, il y a quelque chose à construire. Non, mais je partage ce que dit Jérôme. C'est vrai que malheureusement en France, régime présidentiel. Je reviens sur notre échange tout à l'heure avec Romain Colas. La scène parlementaire n'est pas une scène visible. C'est vrai que quand je regarde notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, on la pose tous les 3 mois, la question de la formation qui incarne le mieux l'opposition, plus 8 points en 3 mois pour le Rassemblement national, effondrement de la France insoumise, très faible score pour Europe Écologie Les Verts qui repasse derrière le Parti socialiste. Ça en dit long. Un tout petit point par rapport à ce qu'a dit Jérôme également sur ce couple révolte-résignation. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que ce sont 2 France qui se font face à face. Parmi les personnes révoltées, on trouve les qui se déclarent révoltés, donc on peut parler de colère. On trouve les artisans commerçants, on trouve les catégories populaires, une partie du salariat, on va le dire vite. Cette France qui soutenait fortement le mouvement des Gilets jaunes en octobre 2018. Et dans la France résignée, c'est une France qui va mieux. C'est une France jeune, c'est une France issue des catégories sociales supérieures ou moyennes, une France de l'Île-de-France et des grandes métropoles, et des sympathisants de gauche comme de droite. Ouais. Intéressant. On va y revenir, puis vous nous ferez un petit point sur le sondage, parce que nos auditeurs nous disent, mais moi je suis jamais sondé. On va faire l'émission qu'on a faite ensemble il y a un an. Alors est-ce qu'on peut s'inscrire? Stéphane dit il faut s'inscrire. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour être sondé? Bon, on va dire un petit mot sur les sondages qui sont mis en doute à chaque fois. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Un petit mot, Frédéric Dabi, sur les sondages. Qui est sondé? Pourquoi ne suis-je jamais sondé? Est-ce que c'est bidon? Est-ce que l'IFOP appartient au fils de Brigitte Macron? Alors le fils de Brigitte Macron, non. L'IFOP est un institut indépendant. Il y a toute une série de rumeurs. L'IFOP n'est plus détenu par Laurence Parisot depuis décembre 2016. Par exemple, sur Internet, on a encore ce type de fausses informations. Non, tout le monde peut être sondé. La seule chose, c'est qu'on ne demande pas aux gens de s'inscrire dans des panels, parce que sinon, ça fausse les réponses, puisque ça ferait une démarche volontaire. Et ce qui compte, c'est la représentativité d'un échantillon de sondage. Dans chaque sondage réalisé par l'IFOP pour Sud Radio, Fiducial ou CNews ou Paris Match, c'est une mini-France que nous construisons. En France, il y a par exemple, parmi les plus de 18 ans, 52,3% de femmes. Et dans une enquête de 1000 personnes, on interroge 523 femmes. Et donc ces critères permettent de construire cette mini-France. Parlons franchement, le sondage n'est pas
la panacée, mais on n'a rien trouvé de mieux ou de moins pire pour donner un état de l'opinion sur ses opinions, ses comportements ou ses attitudes. Oui, bon, voilà, c'est précisé. Et je renvoie à cette émission qu'on a faite ensemble, on avait vraiment travaillé pendant 1 heure là-dessus, Valérie. Est-ce que c'est bidouillé, une question ? Est-ce que ça peut être... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça dépend des questions, on peut quand même dire ça. Aussi, la façon de poser la question peut influencer le vote. Chaque mot compte. Parler du président de la République, du chef de l'État, d'Emmanuel Macron, du mari de Brigitte Macron, on parle de la même personne, on n'aura peut-être pas le même résultat. Dans notre baromètre match, on pose une semaine une question d'approbation, qui est une question très court-termiste, qui est sur l'action. La semaine suivante, c'est ce qu'on est en train de faire là pour vous le publier ensemble la semaine prochaine, on demande si on a une bonne ou une mauvaise opinion. Ce sont des questions de popularité identiques, mais on ne mesure pas la même chose. Donc bien sûr, chaque mot compte, et bien sûr, ce n'est pas bidon. Notre travail est contrôlé par la commission des sondages, et bien sûr, la concurrence et les sondages publiés font que si un institut était pro-X ou anti-Y, ça se verrait clairement. Un mot aussi sur une auditrice qui me demande des précisions sur les autotests. Il se trouve que les autotests ont été... Non, c'est pas vous. Carrefour était prêt, on avait commandé plusieurs millions. Tout le monde était... Enfin, il y a beaucoup de pays qui les utilisent. Et visiblement, alors le ministre de la Santé nous a fait une cibette NDI en disant que c'était très compliqué à utiliser. Visiblement, c'est plutôt les lobbies des pharmaciens et des labos qui s'est élevé contre ces autotests. Donc on nous dit qu'ils sont pas fiables. Alors ils le sont à l'étranger, mais pas en France. Là aussi, il faudra qu'on nous explique pourquoi. On a un auditeur en ligne avec nous, c'est Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ah bah d'accord. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Non, en fait, je voulais intervenir pour parler de notre jeunesse. Et moi, je voulais parler du cas de ma fille, et puis je pense de plein d'autres gamins qui ont 18, 19 ans, 20 ans. Donc, on va dire que cette période est quand même difficile pour eux. Et en plus, moi, j'ai une gamine, la cadette, qui était sur Lyon. J'étais obligé de la récupérer parce que toute cette histoire n'a pas amélioré son état de santé. Et je pense qu'il y a un paquet de gamins qui vont y laisser des plumes, quoi. C'est pas facile pour eux, et voilà. Et donc, mais elle avait des cours, elle continuait à aller suivre ses cours. Bah non, justement, puisqu'en fait, elle faisait beaucoup de choses. Alors en plus, elle était dans une école d'art à Lyon, et elle faisait beaucoup de choses en distanciel. Ouais. Donc, elle n'était pas du coin, elle s'était isolée. Donc, elle avait en plus des problèmes anorexie, boulimie et tout. Enfin, bon, voilà. Ouais. Donc, nous, on avait pris le risque quand même de tenter la chance, mais quand on l'a récupérée la fin décembre, on a décidé de stopper tout ça parce que ça devenait trop dangereux, quoi. Ouais. Et nos gamins sont... Enfin, bon, voilà. Je pense à beaucoup d'autres gamins. Je pense que c'est pas évident pour leur période. Non, voilà. Mais merci en tout cas de nous avoir appelés, et c'était aussi le cas tout à l'heure de notre auditrice qui nous parlait de son fils qui elle travaille, comment elle va gérer tout ça, et ça rejoint aussi ce que vous disiez, Romain Colas, qui est l'une de vos préoccupations en tant que mère, tous ces enfants qui se retrouvent sans possibilité d'être occupés et d'aller à l'école. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure sur le fait que moi je faisais partie de ceux qui plaidaient pour qu'on maintienne au maximum les écoles ouvertes, mais parce qu'on a l'enseignement de ce qui s'est passé pendant le premier confinement, qui a été cette fermeture des écoles pendant 2 mois, un formidable accélérateur. Alors même qu'on a une école qui a du mal à corriger les inégalités, qui a été un formidable accélérateur du creusement de ces inégalités, avec des gamins qui avaient des parents qui n'étaient pas en situation de s'occuper d'eux. Et on a mesuré d'ailleurs à quel point l'école avait un rôle, à quel point être enseignant c'était un métier si on l'avait oublié. Donc là, j'allais dire que le choix du président de la République, c'est de limiter la casse. Parce qu'en fait, pour ce qui concerne les écoles primaires et maternelles, on va supprimer en vrai 3 jours d'enseignement. Hein. C'est les 3 jours de la semaine prochaine, les 3 jours d'école. J'espère vraiment qu'on pourra réouvrir, mais si on doit réouvrir à partir du 26 pour les maternelles élémentaires et ensuite collège lycée, il faut à mon avis réinterroger la stratégie de vaccination, et notamment le fait qu'il faut qu'on puisse permettre très très rapidement aux enseignants et au personnel des collectivités locales qui travaillent au contact des élèves d'accéder à la vaccination, parce que on a droit de réviser toutes les semaines les mesures concernant les privations de liberté, et je peux comprendre
fois, hein, pour contrôler la propagation de l'épidémie. Mais on a l'impression que cette stratégie de vaccination, elle est intangible, on ne peut pas la réviser. Si on veut maintenir les écoles ouvertes, il faut qu'on s'en donne les moyens et il faut que celles et ceux qui la font vivre puissent être en sécurité. Donc j'espère qu'on va mettre à profit les 3 semaines qui viennent pour déployer la campagne de vaccination. Je sais qu'il y a le problème des doses, mais à un moment, il faut se donner les moyens de ses ambitions pour qu'on protège les adultes qui font vivre l'école. Qui devrait commencer à arriver. Alex, au-delà de la vaccination, il y avait des choses qui avaient bien marché l'année dernière à la sortie du confinement, dédoubler les classes, fermer les cantines, enfin faire des efforts pour que ces enfants ils puissent garder le lien avec leurs camarades, avec leurs professeurs. Vous savez, quand vous allez 3 jours à l'école par semaine ou 2 jours et que vous faites 2 jours à la maison, bah, c'est déjà pas une semaine complète à la maison et ça fait la différence. Et c'est vrai que moi j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors il y a eu la pression médiatique, faut le dire, il y a eu la pression aussi de ce qui se passe à l'étranger où les écoles sont fermées. J'arrive pas à comprendre pourquoi avant de décider de fermer complètement les écoles, on n'a pas fait on n'a pas dédoublé des classes, on n'a pas fait moins d'heures, peut-être divisé par 2 le nombre d'heures de classe pour chaque élève. Le matin 15 élèves, l'après-midi 15 autres élèves. Et c'est vrai qu'on n'a pas cherché, on a dit voilà, on ferme et quand on entend vos auditeurs, ils l'ont compris, ils le voient, et ils voient leurs enfants au quotidien. Ça va laisser des traces, c'est certain. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez réagir peut-être, Frédéric, avant par rapport à ce qu'a dit Romain Colas sur, ou peut-être Jérôme, je me trompe et veuillez m'en excuser, sur la vaccination des enseignants. Mais voilà un exemple où la parole publique s'est complètement démonétisée. Janvier 2021, Jean-Michel Blanquer, je ne sais plus dans quel média c'était, dit que la vaccination est très urgente pour les enseignants. Il est réinterrogé là-dessus, c'était à France Inter, parce que juste un confrère, veuillez m'en excuser. Il annonce une vaccination imminente au mois de mars. Et là, on parle de mi-avril. Bien sûr, il y a eu les problèmes d'approvisionnement, c'est pas complètement la faute du pouvoir du pays, mais je pense que les Français n'ont pas retenu le calendrier que je viens de rappeler, mais les enseignants, eux, je pense que pour la plupart, ont bien entendu ces différentes étapes qui n'ont pas été respectées. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Une des forces d'Emmanuel Macron par rapport à ses 2 prédécesseurs, c'est que la critique sur les promesses non tenues ne lui avait jamais été associée. Nicolas Sarkozy, c'était dès le début avec le travailler plus pour gagner plus. Et donc là, il y a un changement. Là, on voit toute une série de grilles de lecture critiques s'installer. L'inaction, les promesses non tenues, voire, c'est pas encore majoritaire, loin de là, l'incompétence, et à 1 an d'une élection présidentielle, ce n'est jamais un bon signe. Oui, Jérôme répond. Oui, d'autant que la liste des promesses non tenues, si on la tient de façon exhaustive, va être longue. La réforme des retraites qui avait été annoncée, elle était sans doute pas bonne, tant mieux, on l'a pas faite. La suppression de l'ENA, autant vous dire que c'est passé à l'as, etc., etc. Donc, si on commence à faire, comme dit Frédéric Dabi, on commence à lui faire un procès en non tenue de promesse, là, le dossier risque d'être très très lourd. Je voudrais qu'on dise quelques mots, ça mériterait beaucoup plus, mais on en profite parce qu'on a avec nous Romain Colas. Mais 2 hommes ont été tués jeudi soir dans une rixe, faisant suite à un vol de moto. C'était à Pontoise. Hier, à Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, la police a interrompu les préparatifs d'une rixe entre jeunes. 11 collégiens ont été contrôlés mercredi. Ils cachaient des battes de baseball et d'autres types d'armes. Un adolescent à Clichy-sous-Bois blessé dans une rixe, c'était hier. Pronostic vital engagé. Bordeaux, mercredi après-midi, des rixes entre jeunes se sont déroulées à la cité Chantecry, coups de couteau, batte de baseball. Un adolescent de 16 ans est en garde à vue. Évidemment, ça fait résonner des événements tragiques qui se sont passés chez vous. On a l'impression que ça ne s'arrête pas, que c'est tout le temps, tous les jours. Moi, je pense, de toute façon, c'est ce que je vous disais quand vous m'aviez appelé à réagir à ce qui s'était passé sur le territoire de ma commune. On a devant nous, pour des pré-ados et des ados, un défi qui est formidable, parce qu'on a la première génération. Moi, je le crois profondément. Et j'aurais pas eu le même discours si il y a quelques semaines, avant d'échanger avec des policiers, avec des éducateurs, pour essayer de comprendre le drame qui s'était noué sur le territoire de ma commune. On a la première génération là, qui arrive à l'adolescence, des gamins qui ont vécu avec ça. Et qui ont vécu, donc c'est un smartphone, qui ont passé toute une partie de leur temps de vie dans un monde qui nous échappait complètement.
La violence, elle a toujours existé, mais pas à ce niveau-là, pas avec ce degré d'intensité et pas avec cette inconscience des conséquences dramatiques des actes qui peuvent être posés. Et donc, on a une partie de la jeunesse de notre pays qui n'est pas négligeable et ça transcende l'histoire des quartiers. Vous voyez, Brie-Contrebert, vous en parliez, c'est pas loin de chez moi. On peut pas dire que ce soit le décor de ma cité va craquer, Brie-Contrebert. C'est une ville, un bourg plutôt rural, très agréable d'ailleurs, sans difficulté. Mais on a la première génération, voilà, qui arrive à l'adolescence, qui a vécu dans un monde qui est extrêmement violent, parce qu'évidemment, quand on est jeune, on est dans la transgression, et sur ces smartphones, ils ont accès à ce que l'humanité peut produire de pire. Ils se le partagent, ils vivent dans ce monde-là qui échappe au contrôle des adultes, des institutions, et on a des êtres en construction, parce que ce sont des enfants, et forcément des êtres en construction. S'il n'y a pas l'adulte pour leur donner la lecture de ce qu'ils voient, de ce qu'ils partagent, de ce qu'ils glorifient même, en l'occurrence cette ultra-violence, ça crée des comportements qu'on peut qualifier de déviants, mais c'est en fait une faillite véritablement éducative. Et aujourd'hui, je pose plus ce constat assez terrible que je n'apporte de réponse, parce que pour tout vous dire, j'ai l'intuition qu'il y a un vrai chantier éducatif à conduire, mais qu'on n'a pas pris en compte ce que ça voulait dire chez des mômes. Voilà. Alors, Jérôme et on rajoute à ça la déliquescence quand même de l'éducation nationale, due au manque de moyens qu'on lui a donné, la crise. L'éducation nationale, elle n'est pas là pour ça non plus. Bien entendu, mais j'y venais. Les familles monoparentales, effectivement, c'est un vrai problème. C'est-à-dire comment des parents et souvent des femmes seules peuvent élever des ados difficiles, et la crise économique, c'est-à-dire l'entrée dans le boulot, quoi. Donc tout ça, c'est un cocktail explosif. Vous qui vous intéressez, qui produisez des documentaires sur l'éducation. Sur l'éducation, et même on a des chaînes YouTube éducatives, pédagogiques. Je pense à une qui s'appelle l'Anti-Sèche, où on donne des cours aux plus jeunes. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Romain Colas. En fait, c'est que il y a un défi majeur. Ça va être l'éducation aux médias d'abord, pour comprendre ce que sont les médias. Ça va être l'éducation à la justice. Ça fait combien de temps qu'on en parle? Je suis d'accord, mais il va falloir qu'on y arrive à un moment donné, parce que c'est par là que ça passera. L'éducation à la justice, la conséquence des actes qui sont faits par certains jeunes, aussi l'éducation tout court, en règle générale. Je pense que c'est aussi ça l'enjeu de demain, c'est de pouvoir mettre les jeunes devant leurs responsabilités, leur faire comprendre que à chaque acte, il y a une conséquence. Aujourd'hui, ils n'ont pas conscience de ça quand vous en parlez avec eux. Oui, je vois un homme d'origine pakistanaise muni d'un couteau de 30 cm a agressé 3 jeunes juifs à Sarcelles, mis en examen. Il a été remis en liberté. Il y a des décisions de justice qui interrogent. Bien sûr, et ça me rappelle complètement notre enquête faite en septembre dernier sur les grands enjeux. Vous vous rappelez, Valérie, qu'il y avait eu 25 points de plus en un an sur la priorité accordée à la lutte contre la délinquance. Et quand on interrogeait les Français qualitativement, ils remettaient moins en cause des forces de police que l'insuffisante réponse pénale, voire un laxisme. Vrai ou faux, mais l'annonce que vous venez de faire, à mon avis, ne manquera pas de questionner beaucoup de Français. Question sur l'acceptation de la vaccination qui vous est adressée, Frédéric Dabi. Est-ce que les Français sont plus à même de l'accepter? C'est une question qui concernait les enseignants. Alors, ils l'acceptent complètement, et on a posé pour une enquête pour Sud Radio il y a une dizaine de jours une intention de se faire vacciner avant et après le retrait puis la remise sur le marché du vaccin AstraZeneca. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne s'est rien passé. Cet épisode qui aurait pu aiguiser les doutes n'a pas du tout entamé l'intention de se faire vacciner, et ça donne un nouveau regard sur les sondages faits en fin d'année dernière où on disait un peu vite les Français sont contre la vaccination. Ils étaient plutôt attentistes, avec en plus une communication des pouvoirs publics qui avait été extrêmement faible à minima et qui rasait les murs là-dessus. Oui. Jérôme Ripoul? Oui, non, tout à fait. Je pense qu'on a sous-évalué l'adhésion des Français à la vaccination. Et ce qui est plus étonnant, on voit quelques cas, effectivement, il y a une famille là qui a porté plainte pour le décès d'une jeune femme qui avait été vaccinée, mais globalement, ça n'impacte pas la politique vaccinale et l'adhésion des Français. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que la vaccination, c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui à portée de main. Je ne sais pas si on a sous-évalué l'adhésion des Français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ils ont vu que ça marchait. Quand ils ont vu que ça marchait, il y a quand même eu, moi je me rappelle, un basculement, même dans mes discussions en interview ou en privé. Vous le voyez avec certains Français, au début, ils ne voulaient pas se faire vacciner. En tout cas, ils disaient j'attends pour voir. Et puis après, maintenant qu'ils voient que ça marche dans d'autres pays du monde, même qu'on déconfine en Angleterre ou ailleurs, ils se disent il faut qu'on le fasse. On refera un débat sur la violence, parce que des réactions, les familles monoparentales, moi j'élève mon enfant seul et je les éduque, mes enfants, et je les éduque bien. Quelle honte
monsieur parlait des familles monoparentales. Non, je dis la difficulté. Non, moi, je stigmatisais pas. Je disais que c'est encore plus difficile. Hein. Oui, absolument. Non, c'est ça. C'est que c'est plus difficile et qu'effectivement, souvent, je les stigmatise pas du tout. Hein, au contraire. Non, mais c'est vrai qu'il y a souvent plus de difficultés et que c'est pas une règle non plus et qu'il y a des familles monoparentales qui sont tout à fait à même d'éduquer leurs enfants. Merci à tous les quatre. Très bon week-end, Pascal, à tous. C'est pas politiquement correct de le dire, si on a le droit. En tout cas, très bon week-end. Manger du chocolat. Manger du chocolat. Voilà. Mais vous savez, Gilles Gansman hier nous expliquait qu'il y a des associations qui demandent à ce qu'on interdise les animaux en chocolat parce que ça implique la violence faite aux animaux. Manger du chocolat, manger des lapins ou des canards en chocolat inciterait les enfants dès le plus jeune âge à leur faire mal. On va se nicher à l'avancée du véganisme. Voilà où on en est, absolument. Merci à vous. On se retrouve lundi tout de même. Merci, bon week-end. Au revoir.